naturelle est la révolution. Kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement. Chambre d'enregistrement, des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei. Donc, la réforme attonienne intervient à un moment où l'Égypte a eu un problème, un très gros problème lié à la corruption. C'est-à-dire que les prêtres là, du clergé d'Amon, ils ont commencé à corrompre la société. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à ne plus mettre en avant les connaissances scientifiques. C'est-à-dire que les codes qu'on a vus, qui nous ont permis de décrypter l'enseignement spirituel, ils ont coupé ça. Ils ont commencé à cacher l'enseignement technique, à les couper de l'enseignement spirituel, du décodage plutôt de l'enseignement spirituel, et à mettre que en avant l'aspect moral et l'aspect mysticisme de la spiritualité. Ce qui a commencé à rendre le peuple de plus en plus bête et de plus en plus dépendant vis-à-vis du clergé. Ça, c'est le premier fait vraiment mauvais que ces gens-là ont commis. Ils ont libéré l'obscurantisme et ils ont cultivé l'obscurantisme dans la société. Et pour pouvoir assouvir ça, ils ont investi tous les rouages du pouvoir. Donc, ils ont corrompu l'armée. Ils ont corrompu le gouvernement civil. Ils ont corrompu les scribes. Donc, ils ont commencé à prendre le contrôle des différentes écoles, des différentes universités dans le pays pour vraiment couper le robinet, quoi. Pour ne plus que les gens aient les grandes connaissances en astronomie, en médecine et tout, etc. Et eux, ils prenaient leur divinité pour les afficher comme la source de super pouvoir qu'ils auraient. Donc, ils réalisaient soi-disant des miracles. Sauf que le miracle, c'est ce que l'autre ne connaît pas. C'est-à-dire que si toi, tu fais un truc que moi, mon entendement n'arrive pas à comprendre, ça sera un miracle. Ça sera, voilà. Mais si j'arrive à comprendre la science, ça sera plus un miracle. Par exemple, un gars comme Léo Messi, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, des footballeurs. Quand on les regarde jouer au foot, on se dit mais c'est incroyable. Quand on regarde, je sais pas moi, Michael Jackson danser, on se dit c'est incroyable. Mais pour eux, c'est normal. C'est leur travail, c'est ce qu'ils font depuis son petit. Donc pour eux, c'est pas quelque chose de fou en fait. Donc c'est, si vous voulez, c'est exactement on va dire le même concept. Donc c'est ça, ça veut dire que les gens, vu qu'on les a coupés de la source de l'enseignement technique, de la partie concrète donc de la spiritualité, ils deviennent crédules, ils commencent à croire bêtement, ils deviennent manipulables. Mais pourquoi les prêtres font ça? Parce qu'à l'époque, il y avait des enjeux colossaux. C'est-à-dire que l'Égypte, à l'époque d'Akhenaton, donc c'est la 18e dynastie, l'Égypte est la plus riche de tous les temps. C'est-à-dire que on considère que c'est vraiment l'apogée en termes de luxe, de faste, de puissance de la civilisation vraiment pharaonique. Et la 18e là, c'était vraiment une très belle époque. Et les prêtres, eux, ils sont pas prêts à laisser passer ça. Donc eux, ils vont commencer à accumuler les richesses. Accumuler à travers donc la réalisation de soi-disant miracles, ok, à travers des prédications, à travers des fêtes qu'ils vont organiser, à travers des impôts qu'ils vont collecter, vu que là ils dirigent le pays. Donc ça va devenir une théocratie en fait. C'est-à-dire que l'Égypte ne sera plus, il y aura plus de séparation des pouvoirs. Mais le clergé a subordonné, si vous voulez, l'équilibre relatif entre le gouvernement civil et le gouvernement religieux. Le clergé a fait disparaître l'autonomie conférée au gouvernement civil pour faire de l'Égypte une théocratie. Donc le clergé a investi tous les rois du pouvoir et a voulu contrôler même les enseignements dans les maisons de vie en faisant passer les préceptes religieux avant les connaissances scientifiques, comme les mathématiques, l'astronomie et autres, qui étaient dispensés dans le cadre des maisons de vie, dirigées par les scribes. Il en a donc résulté une régression, mais qui ne s'est pas vue tout de suite, parce que l'Égypte était toujours une puissance,
Et il y a eu après des tentatives de centralisation qu'on a appelé l'impérialisme égyptien, dont le point culminant se fera sous le pharaon Menkaper Djakhoutimesou, que nous appelons toutes nos histoires. Mais le peuple lui-même n'est pas acteur de la liturgie. Le peuple est spectateur, passif. Et il y a des enjeux colossaux, parce que toutes les fêtes, que ce soit la fête d'Amon d'Opé, la fête de Mine, toutes ces fêtes génèrent des fortunes colossales. Parce que la générosité du peuple est sollicitée, mais le peuple lui-même n'est pas impliqué. Donc Akhenaton a vu que tant que le bicaméralisme ou le bicéphalisme fonctionne correctement, le pharaon arrive à jouer son rôle d'arbitre. Il ressent... Ok, ça reste une confédération encore à l'époque, donc les États restent quasiment indépendants. Mais le clergé d'Amon, qui finalement symbolise tous les États, parce que le clergé d'Amon, ceux qui sont dedans là, ils viennent de tout le pays. Donc ceux-là, ils se sont constitués en un groupe, c'est pour ça que j'appelle ça oligarchique. Donc un groupe restreint, ils ont fait main basse sur le pays, c'est-à-dire que ils ont pris le boing, ils sont venus, ils ont pris l'assiette et ils mangent eux seuls. Les autres là, crevés là-bas. Et, ok, et du coup ça a commencé à créer des crispations au sein du peuple, ça a commencé à créer des mésententes, mais faut savoir que à cette époque-là, ça n'avait pas encore pris une ampleur vraiment gigantesque au point d'affaiblir l'Égypte en tant que telle, parce que l'Égypte était encore une grande puissance. On va dire c'était un peu comme bon, franchement je saurais pas vraiment à quoi comparer ça à notre époque, mais dites-vous que les signes d'un déclin de l'Égypte commençaient à s'annoncer à travers la corruption des prêtres. Et surtout, ce qui était vraiment beaucoup plus immédiat, c'était le risque de guerre civile, qu'il y ait une révolte populaire. Alors que l'Égypte devait faire face... Le risque, c'était d'avoir une révolte populaire. Alors que en face, l'Égypte avait des ennemis. Il y avait des gens qui attaquaient l'Empire, qui voulaient rentrer. Il y avait des défis importants à relever. Et on va dire la dynastie d'Akhenaton, eux, ils ont compris ça. Okay? Donc, ils ont essayé d'entamer des réformes. La réforme, là, c'est pas Akhenaton lui seul qui l'a inventé. Il a hérité de la pensée de son père, de son grand-père, et il a essayé de porter un aboutissement, en fait, à ça. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que les prêtres, à l'époque, ils avaient comme on peut dire, comme enjeu, quels étaient les enjeux, ok, dans quelles conditions Akhenaton dans le pays il fait sa réforme, quels sont les défis nouveaux qui se présentent à lui et quelles sont les perspectives en fait qu'il veut. Et pour ça, on va être obligé à un moment donné d'aborder ce qu'on appelle les immigrations qu'il y a eu en Égypte, parce que Akhenaton va régner, vous allez le voir, à un moment très important. Voilà, donc quels étaient les enjeux à cette époque-là, à l'époque du règne d'Akhenaton? Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, Akhenaton appartenait à la 18e dynastie, qui était la dynastie vraiment l'une des plus puissantes, en tout cas, que l'Égypte ait connue. C'était l'apogée du règne de l'Égypte. Et pour comprendre la réforme d'Akhenaton, il faut comprendre l'accession au pouvoir donc de cette famille. Donc, la 18e dynastie arrive comment au pouvoir? Il y a eu, pendant près de 200 ans, une occupation du territoire égyptien par les populations asiatiques qu'on appelle les Hyksos. Donc les Hyksos ont envahi le delta, c'est-à-dire le nord de l'Égypte, et ils ont fondé leur royauté là-bas. Donc pendant plusieurs siècles, ils se sont menés à des exactions, en tout cas c'était coupé. Et il faut savoir que dans ça, les Nubiens, c'est-à-dire les gens qui habitaient dans le royaume du sud, ok, donc qu'on appelle aussi le royaume de Kouch, le royaume de Méroé, etc. Tous les royaumes, bon pas tous parce que bon ils avaient quand même quelques alliés là-bas, mais une bonne partie des royaumes du sud donc vont s'allier avec ces Hyksos là pour prendre l'Égypte en sandwich. Donc l'Égypte va vraiment souffrir pendant en tout cas plusieurs années, et il y a un roi qui va lever une armée et qui va non seulement défaire les Hyksos et qui va aller conquérir tout le sud. Donc il y a une bonne partie des royaumes du sud et il va fonder donc la 18e dynastie, il va restaurer le pouvoir pharaonique. Donc Akhenaton est le descendant donc de ce roi là, il fait partie de cette dynastie. Mais dans cette même dynastie encore, il y a eu un grand pharaon, le pharaon Djomusa Kamara, que les égyptologues appellent Thoutmôsis III,
qui lui avait une politique vraiment impérialiste. C'est le neveu de la reine Hatshepsut, qui est très connue, qui s'appelait Aminata Kamara Makessa. Ok, donc cette reine-là, elle était plutôt pacifiste envers les voisins de l'Égypte. Or, son neveu, lui, c'était un guerrier. Donc, il était général et il voulait vraiment conquérir le plus vaste empire possible pour sécuriser l'Égypte, en fait. Donc lui, il va aller vraiment très loin. Très loin. Il va aller jusqu'en Asie, il va sublimer tous les peuples asiatiques, mais y compris les autres peuples africains. C'est-à-dire, il va s'enfoncer de plus en plus dans le sud. Il va repousser les limites de l'empire jusqu'à la 4e cataracte, etc. Donc vraiment aux portes de l'Éthiopie. Et il va vraiment installer toute une zone vitale, en tout cas pour l'Égypte, pour sa protection et pour assurer sa prospérité. Donc, eux, quand ils vont conquérir donc cet immense territoire, ils vont vouloir le centraliser, ok, donner un dogme religieux à cet empire pour l'unifier en fait autour de valeurs communes. Et pour ce faire, ce pharaon là, le dieu Moussa Camara là, il va commencer à, qui est l'arrière-grand-père d'Akhenaton, je rappelle, il va commencer à enlever des princes, ok, dans les provinces asiatiques pour les ramener en Égypte, ok, et pour qu'ils puissent apprendre, être éduqués selon les mœurs de l'Égypte. Comme ça, une fois de retour chez eux, ils vont en quelque sorte être les promoteurs du modèle pharaonique. Voilà. Mais une fois qu'ils ont conquis ce vaste empire, faut savoir qu'il y a des échanges, il y a du commerce, excusez-moi. Il y a des offrandes aussi qui sont faites au pharaon. Il y a des taxes qui sont collectées. Et par exemple, sur cette carte-là que j'ai reconstituée moi-même, grosso modo, au vu des connaissances que j'avais, c'est pas une carte de vérité absolue, hein. Voilà, je tiens à le préciser, c'est avec le peu de connaissances que j'ai essayé de refaire un peu la zone d'influence, ok, de l'Égypte antique à cette époque. Donc, les deux photos que vous voyez sur la carte, ce sont des extraits de ce qu'on appelle la liste des 9 arcs. Ok, les 9 arcs, c'est quoi? On va le voir. Ce sont censés être les peuples ennemis héréditaires de l'Égypte. En tout cas, les égyptologues les présentent comme ça. Ils disent non, les 9 arcs, c'était les ennemis de l'Égypte. Mais on va voir que c'était beaucoup plus complexe et ça n'avait rien à voir. Déjà, pourquoi même? On voit qu'il y a la haute et la basse Égypte dans la soi-disant liste des 9 arcs. Donc, comment les Égyptiens peuvent être ennemis d'eux-mêmes? Non. Donc, ce sont des images authentiques. Vous voyez comment est-ce qu'un Égyptien ou les Égyptiens de l'Antiquité se représentaient. Donc, vous avez un ressortissant typique de la haute Égypte qui était plutôt dans le sud, donc proche du Soudan. Et vous avez la basse Égypte, donc le delta qui était proche de la Méditerranée du coup. Donc pour que vous puissiez vous repérer sur la carte, tous les ronds que j'ai entourés en vert là, ok, ce sont des comptoirs de commerce, ok. Voilà, il y avait aussi certaines colonies égyptiennes qui étaient là-bas. Voilà, donc à chaque fois qu'ils allaient dans des zones amicales, qu'ils laissaient des comptoirs de commerce, j'ai mis des petits points verts, grosso modo, pour qu'on puisse se situer par rapport à ça. Ensuite, la ligne rouge là, ça représente les frontières de l'Égypte, ok, les frontières même, voilà, de l'Égypte. Ensuite, les points bleus là, ce sont les principales villes de l'Égypte. Ensuite, les zones vertes, ok, qui sont encadrées en vert, ce sont les alliés de l'Égypte, ceux qui font partie justement de ces 9 arcs là. Après, les zones qui sont encadrées en rose, ce sont les ennemis, en tout cas des gens avec qui l'Égypte ne s'entend pas, ok. Ensuite, les points rouges, ce sont un peu comme des bases militaires ou des colonies que les Égyptiens ont installées là-bas pour pouvoir maîtriser les peuples asiatiques parce qu'ils étaient en conflit avec eux à cette époque-là. Donc, pour que ce soit plus lisible, on va se concentrer donc que sur une seule partie. Donc, vous avez là, comme je vous ai dit en rouge, le territoire de l'Égypte à l'époque, en tout cas de la 18e dynastie. Donc, il y avait tous les territoires qu'on appelle aujourd'hui Palestine, Liban, Israël, etc. Mais il faut savoir que ces régions-là qu'on appelait dans l'Antiquité Canaan ou la Phénicie faisaient déjà partie de l'Égypte depuis très longtemps, depuis quasiment les premières dynasties en fait. Donc, souvent on les écarte ou plutôt on essaie de les distinguer des Égyptiens, mais non, les Phéniciens ont toujours été administrés par l'Égypte. Ils ont toujours fait partie de l'Empire égyptien en fait. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut corriger. Les Phéniciens n'étaient pas différents, même du point de vue du phénotype, c'est-à-dire de l'apparence physique.
ok. Et cela, il y a plein, il y a des vestiges qui le montrent, et même il y a des travaux d'archéologues, etc. On va pas revenir là-dessus, c'est pas le thème, mais c'était bien pour préciser. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le monde égéen. Le monde égéen, ce sont, par exemple, ceux qui sont là, qui viennent des îles qu'on appelle îles égéennes. En fait, c'est la Grèce antique, une partie. Ok, ce qu'on appelle les îles grecques, entre guillemets, donc la Crète, Chypre, etc. Toute cette zone-là, ok, qui constitue donc l'extrême sud donc de l'Europe actuelle, faisait partie des frontières de l'Égypte, parce que le pharaon Djomoussa Kamara, là, il allait conquérir jusque là-bas. Voilà, il allait faire des conquêtes, il a soumis ces peuples-là. Et même depuis très longtemps, depuis la première dynastie, les Égyptiens, bon, pas depuis la première, je crois depuis la 5e, excusez-moi, voilà. Depuis la 5e dynastie, les Égyptiens connaissaient donc le monde grec. Ensuite, la zone en jaune là, ça c'était les Hittites, ok. Et les Hittites, ils étaient en conflit avec l'Égypte, mais ils ne recouvraient pas toute l'étendue de ce territoire. Voilà pourquoi il est en jaune en fait, parce qu'il y avait à la fois des alliés de l'Égypte, donc les peuples pelages, qui sont aussi des Grecs anciens, ok, les Grecs autochtones. Voilà, on les appelait les pelages. Eux, ils étaient alliés avec l'Égypte, mais il y avait quand même l'empire hittite qui était là, okay, qui menaçait l'Égypte. Ensuite, à l'extrême est, on a la Perse qui, pendant très longtemps, était vraiment farouchement opposée à l'Égypte. Et au milieu, on a l'empire assyrien ou l'empire de Mitanni avec Babylone, etc., qui eux aussi étaient contre l'Égypte. Ensuite, dans la partie vraiment sud de la péninsule dite arabe aujourd'hui, on avait le royaume de Saba, okay, qui comprenait Oman, Hadramaut, etc. Donc tout cela, c'était des alliés de l'Égypte. Donc, faut savoir que tous les comptoirs de commerce là que vous voyez, c'est-à-dire tout au long de la Méditerranée, jusqu'en Afrique de l'Ouest, parce que les Phéniciens commerçaient avec ce qu'on appelle les anciens Carthaginois et sans doute peut-être aussi les ancêtres des morts. Mais on sait que les Phéniciens allaient très loin jusque-là. Ils parcouraient quasiment la côte ouest. Et donc, pour revenir, on va dire aux peuples qui faisaient partie, qui étaient les alliés de l'Égypte, c'est eux qu'on appelle les 9 arcs en fait. On va le voir tout de suite. Donc, vous avez ici une liste qui a été reproduite par un égyptologue qui s'appelle Vercouter, qui a reproduit la liste complète des 9 arcs pendant la 18e dynastie. Donc, vous avez la Libye, ok. La Libye, c'est cette partie, c'est à peu près la Tripolitaine, ok. D'aujourd'hui, vous pouvez voir sur la carte, là, les frontières rouges là vont jusqu'en Libye, parce que les Libyens étaient soumis ils étaient soumis plutôt au pouvoir du pharaon. Donc, on a la Libye, on a les îles grecques, donc, mais c'était pas que les îles grecques, ok. C'est-à-dire que même une partie de la Grèce continentale, qu'on appelait aussi Anatolie avant, faisait partie de l'Égypte antique, ok. C'était des peuples qui versaient tribut au pharaon, on va le voir, notamment avec la slide suivante. Mais si on regarde là, vous avez vraiment tous les 9 arcs. Et comme je vous ai dit là, il y a le territoire même, il y a les territoires de l'Égypte même, c'est-à-dire la basse Égypte et la haute Égypte. Donc c'était pas des gens qui étaient des esclaves ou c'était pas des ennemis. Au contraire, ils faisaient partie d'une grande alliance que moi j'appelle l'alliance éthiopienne. Voilà. C'est-à-dire que eux tous, c'est le pharaon qui était leur chef. Ok. L'Égypte antique a longtemps administré les territoires de l'Asie avec des vice-rois ou des préfets. Le pharaon se considérait comme au-dessus de la mêlée, même de son propre pays. Et ce qui permet donc de certifier que c'était des alliés, d'abord c'est le nom même des 9 arcs. D'abord le chiffre 9, faut savoir dans les langues africaines, c'est le chiffre de la multitude. Ok, quand on veut dire ils sont beaucoup, etc., c'est le chiffre 9. Mais également c'est le chiffre de la généalogie divine. Ok, parce que quand on prend tout le principal panthéon égyptien, il y avait 9 divinités en tout. Ok, ce sont les mots de la colonne vertébrale. Le chiffre 9 renvoie à la colonne vertébrale, à ce déploiement harmonieux en fait de la création. Voilà. Mais l'arc symbolise l'alliance dans les langues africaines, parce que l'arc ça se dit Kal ou Kala, et l'alliance notamment. L'arc se dit Kal ou Kala, et notamment l'alliance éthiopienne, ok, que certains appellent alliance parenté à plaisanterie. Mais le mot juste, c'est alliance cathartique, parce que le but, c'est de purger les passions.
c'est de transformer le mal en positif. C'est de permettre le vivre ensemble à travers, on va dire, la désinhibition. Je ne saurais pas comment dire ça plus facilement, mais le fait de se détendre en fait. Le fait de ne pas tout prendre au sérieux, de pouvoir rigoler, ça permet le vivre ensemble avec un certain nombre de choses, donc des fêtes, etc. Donc, c'est cette alliance cathartique que moi j'appelle alliance éthiopienne qui était en place en Égypte antique. Et ça, on appelle ça Kala. Ok, même au Sénégal, on appelle ça le Gal ou le Kal. Donc, cette alliance-là, c'est ça qui était en place à cette époque, en fait. Et tous ces peuples-là en faisaient partie. Il y avait notamment certains peuples asiatiques à l'intérieur. Notamment, si vous regardez la graphie numéro 9, ok, c'est le premier bonhomme en partant de la gauche vers la droite, ok. C'est le premier bonhomme là. Et si on prend le bandeau qu'ils portent, tous, quasiment, ce bandeau là, ça signifie l'union dans les langues africaines. Ok. Dans les langues africaines, ça signifie l'union. Parce que dans la cuvette congolaise, pour dire l'union, on va dire bunda. Ok. Bunda. Et binda, c'est attaché, c'est noué. Et c'est ce terme-là qui va donner bandana. Ok, le terme bandana, bandeau, bande avec le drapeau, etc. Tout ça vient de ce terme-là, bund. Donc quand les Africains mettaient donc attachés comme ça à cette bande-là, ça voulait dire qu'ils faisaient partie ensemble de la même nation. Ils se reconnaissaient la même origine, la même autorité, on va dire, qui était le pharaon. Voilà. Et le troisième, en partant de la gauche, ok, celui qui avec les hiéroglyphes, les trois vases là, lui, vous voyez qu'il a une tresse. Eh bien, cette tresse-là, elle n'est pas... le troisième, en partant de la gauche, si vous remarquez bien, ok, il a une tresse. Lui, il n'a pas de bandeau. Eh bien, lui, c'est un asiatique typique et ça signifie que c'est un captif. Contrairement aux autres, il n'est pas libre au sein de la société égyptienne, au sein de l'alliance éthiopienne. Ok, voilà. C'est ce que cette tresse-là signifie. Ensuite, vous avez la corde. Et la corde là, certains pensent, surtout les égyptologues, que ça signifie être captif. Non, le captif, c'est la tresse. Quand on a la corde là, ça veut dire qu'on est dans un contrat. Ok, c'est parce que la corde en bambara, par exemple, ça se dit djourou. Et le contrat se dit djourou, obligation, être tenu par une obligation, avoir une dette, un contrat. Parce que par exemple, dans l'alliance éthiopienne, quand un peuple est en difficulté, l'autre vient à son secours. C'est déjà arrivé qu'il y ait des famines dans la Grèce continentale, dans les îles Égéennes et tout, etc. Et même en Asie. Et que l'Égypte envoie du blé, envoie de la nourriture. Vous comprenez? C'est déjà arrivé aussi que l'Égypte se fasse attaquer et les Nubiens leur viennent en aide. C'est déjà arrivé aussi. Donc, c'est ça le contrat, c'est ça l'obligation, c'est ça la dette. Ça, il faut comprendre. Maintenant, celui qui a la tresse là, eux, c'était des nomades. C'était pas des sédentaires. Ok? Donc, eux, ils faisaient des raids sur l'Égypte. Ils attaquaient. Donc, l'Égypte était obligée de les prendre comme captifs, en fait, pour les calmer. Et ce qui prouve ce que je suis en train de dire là, ici, c'est cette frise-là. Pardon, cette fresque. Où on voit les 9 arcs complets. C'est la tombe du Djati Rekmire. Ok? Si vous regardez, vous avez tous les peuples qui apportent le tribut au pharaon. Ok? Au Mansa Diomusa Kamara, appelé aussi Toutmosis III. Là, vraiment, vous avez la liste complète, vraiment des 9 arcs qui viennent de... Là, vous avez la liste donc complète des 9 arcs qui viennent donner le tribut au pharaon Diomusa Kamara III. Donc, c'est dans la tombe du Djati Rekmire. Ok, donc ça date de peut-être 1400, 1450 à peu près avant notre ère. En tout cas, peut-être un peu avant. Ou 1500, entre 1500 et 1400 avant Jésus-Christ. Donc, vous les voyez, ils ramènent de l'argent. Donc, si vous regardez à droite et tout, vous avez des ronds. Vous voyez des ronds, des cercles et tout. Et bien, ça là, c'était des pièces de monnaie. Donc, ils apportent l'argent, mais en même temps, ils apportent des produits exotiques. Il y a certains qui ramènent des girafes, certains qui ramènent des arbres en sang et tout, etc. D'autres qui ramènent des panthères, des babouins. Donc, dites-vous que là, parmi tous ces peuples-là, vous avez des peuples asiatiques, ok, comme les Pelages, les Phéniciens ou Cananéens. Vous avez des peuples d'Afrique, les peuples d'Afrique centrale, les peuples de... Vous avez les peuples d'Afrique centrale, vous avez les peuples de Libye, ok, de Libye ou de Mauritanie,
que maintenant plutôt, que maintenant on appelle le Maroc ou la Tunisie, etc. Donc, vous avez tous ces peuples-là qui viennent payer leur tribut. Il faut savoir que les prêtres profitaient de ça, ok? Les prêtres profitaient donc de toutes les richesses que tous ces peuples-là amenaient et ça générait beaucoup de corruption. Voilà, surtout quand il y avait les fêtes, quand les prêtres organisaient les fêtes et que la générosité du peuple était mise à contribution parce qu'il fallait payer les offrandes et tout, etc. Eh bien, eux, ils gagnaient beaucoup d'argent. Il faut savoir aussi que les captifs, très souvent, celui qui a la tresse là, il était réparti dans les temples. Ils étaient répartis dans les temples pour faire des travaux pour les prêtres. Donc les prêtres aussi bénéficiaient du travail des captifs et des peuples, etc. Donc c'est tout ça là qui va motiver en fait le pharaon Akhenaton et sa famille à vouloir outrepasser l'autorité des prêtres qui devenaient trop puissants, qui géraient trop et qui finalement prenaient toutes les richesses et laissaient le peuple livré à lui-même. C'était vraiment ça leur credo. Donc ces images là, si vous voulez les retrouver avec les codifications, il y a la conférence du professeur Dibombarim Bok. Ok, je pense que je mettrai le lien dans la vidéo. C'était une conférence qu'il a faite à Dakar où il a présenté ces images-là. Mais sur Internet aussi, vous pouvez trouver. Et si vous voulez en tout cas en savoir plus sur le modèle de l'Alliance éthiopienne, j'ai écrit un livre, donc un e-book, ok, qui s'intitule Introduction à l'Éthiopie, qui parle vraiment de l'évolution des peuples de l'Afrique, mais pas que, de tous les peuples noirs en fait, en commençant par l'Antiquité jusqu'à la période maintenant moderne. Donc vous aurez les liens en description pour comment vous procurer l'ouvrage et tout. Voilà. Et pareil aussi pour cette image là des 9 arcs, si vous cherchez bien, vous pouvez trouver. Et aussi je l'ai mis aussi dans le livre, ok. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, qui voudront en savoir plus, vous regardez dans la description, il y a mes contacts et voilà. Culturel est la révolution, kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement, chambre d'enregistrement. Des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei.